Le 29 juillet 2008, une mère de 2 enfants nommée Susan Powell a enregistré une vidéo dans laquelle elle documentait les biens de sa maison en Utah, au cas où, selon ses propres mots, il lui arriverait quelque chose. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. La vidéo a été réalisée sur les conseils de son avocat, qui craignait que le mari de Susan Josh ne tente de vendre certains de ses biens les plus précieux. Dans les années précédentes, l'enregistrement de cette vidéo, désormais tristement célèbre, le mariage du couple avait subi de nombreuses tensions et durant l'enregistrement, Susan laisse entendre que tout, sauf la paix, avait régné entre elle et Josh au cours des dernières années. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me. This was about a year or two back. Bien que Susan ait consulté un avocat spécialisé en divorce pour envisager de quitter son mari, ils vivaient encore ensemble en 2009, presque 1 an et demi après l'enregistrement de la vidéo. Le matin du 6 décembre de cette année-là, Susan est allée à l'église avec ses 2 garçons, après quoi une voisine lui a rendu visite et a quitté la maison vers 17 heures. Ce soir-là, Josh aurait emmené les 2 garçons du couple, Charlie et Braden Powell, campèrent en pleine nuit, sous des conditions de blizzard, dans un camping situé sur le Pony Express Trail. Selon Josh, Susan était restée à la maison parce qu'elle était fatiguée. Le lendemain, la famille et les amis de Susan l'ont signalé disparu lorsque ses 2 fils n'ont pas été déposés à la garderie. Lorsque Josh est revenu de ce soi-disant camping avec ses fils, il a déclaré que sa femme dormait paisiblement à la maison et qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Après avoir fouillé la maison du couple dans l'Utah, la police n'a trouvé aucun signe de crime. Mais les choses ont pris une tournure encore plus étrange au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Dans le coffre-fort de Susan, à la banque où elle travaillait, les policiers ont trouvé un testament manuscrit dans lequel Susan affirmait que Josh avait souscrit une assurance vie d'$1 million sur elle quelques semaines auparavant. De manière troublante, elle avait également écrit « Si je meurs, cela pourrait ne pas être un accident ». Environ 10 jours après sa mystérieuse disparition, les autorités ont également découvert que Josh avait déposé des documents pour retirer de l'argent du compte de retraite de Susan, et il a été officiellement déclaré suspect dans cette affaire. De manière suspecte, la famille et les amis de Susan ont rapporté que pendant les recherches, Josh ne semblait jamais montrer un réel intérêt à retrouver sa femme. Mais malgré les nombreuses preuves contre lui, Josh Powell n'a jamais été formellement accusé de la disparition de sa femme. Pendant l'enquête, la police a interrogé les 2 fils du couple. Cependant, il était difficile d'obtenir des informations solides en raison de leur jeune âge, même s'ils ont mentionné que Josh avait emmené Susan avec eux lors de la nuit de la disparition. Ils ont également fait des déclarations extravagantes, comme l'affirmation selon laquelle ils seraient arrivés au camp en avion. Cela rendait impossible l'utilisation de leurs témoignages comme preuve de la responsabilité de Josh dans la disparition de sa femme. Josh et ses 2 fils sont retournés dans leur état d'origine, Washington, mais les autorités ont rapidement déterminé qu'il n'était pas sûr pour Braden et Charlie de vivre avec leur père en pleine enquête, et Josh a perdu la garde de ses fils. C'est là que les choses deviennent extrêmement troublantes.
Le 5 février 2012, plus de 2 ans après la disparition de Suzanne, un travailleur social a conduit les 2 garçons chez Josh pour une visite supervisée. Dès leur arrivée, Josh a verrouillé la porte, empêchant le travailleur social d'entrer, puis a pris la vie de ses 2 enfants et la sienne, en incendiant la maison avec de l'essence. Si son comportement durant les premières phases de l'enquête était suspect, les crimes indicibles qu'il a commis ce jour-là en 2012 étaient une sorte d'aveu de culpabilité dans cette affaire. La police a commencé à enquêter sur le frère et le père de Josh, qu'elle soupçonnait de savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Même si les enquêteurs avaient des preuves solides suggérant que Michael, le frère de Josh, l'avait aidé à dissimuler le corps de Suzanne, l'enquête a pris fin lorsque Michael s'est lui aussi suicidé en 2013. Plus d'une décennie plus tard, le père de Suzanne a gagné un procès contre l'État de Washington, obtenant près de 100 millions de dollars pour négligence et pour ne pas avoir protégé les 2 enfants qui étaient censés être sous la garde de l'État. Une grande partie de cette somme a été donnée à une association caritative soutenant les victimes de violences domestiques. Près de 15 ans après la disparition de Suzanne et le meurtre de ses 2 enfants, des gens se rassemblent encore chaque année dans sa ville natale de Puyallup, Washington, pour honorer sa mémoire. La dernière vidéo que Suzanne a réalisée pour documenter ses biens a attiré beaucoup plus d'attention après que tout cela s'est produit. Avec le recul, la vidéo prend un ton bien plus troublant. Le fait que Suzanne dise « J'enregistre ceci au cas où il m'arriverait quelque chose » fait se demander si elle savait déjà que son mari pourrait faire quelque chose d'aussi horrible lorsqu'elle filmait. Le père de Suzanne a été alerté de plusieurs lieux potentiels où les restes de sa fille pourraient être enterrés, notamment des mines abandonnées en Utah et d'autres endroits isolés. Malheureusement, chaque piste s'est révélée être une fausse alerte, et il est très peu probable que les restes de Suzanne soient un jour retrouvés. À la fin de l'année 2014, un YouTuber nommé Kenny Veach, sous le pseudonyme Snakebit Maggie, a commenté une vidéo intitulée Area 51 Technician, Son Discloses Secret Alternative Energy. Le commentaire disait « Ce n'est rien. Je suis un randonneur de longue distance. Une fois, lors d'une de mes randonnées près de la base aérienne de Nellis, j'ai trouvé une grotte cachée. L'entrée de la grotte avait la forme d'un M majuscule parfait. J'entre toujours dans chaque grotte que je trouve. Mais en commençant à entrer dans cette grotte en particulier, tout mon corps s'est mis à vibrer. Plus je m'approchais de l'entrée, plus la vibration devenait intense. Soudain, j'ai eu très peur et j'ai pris la fuite. C'était l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. Comme vous pouvez l'imaginer, le commentaire de Kenny a immédiatement attiré l'attention de nombreux internautes. Certains l'ont accusé de mentir, tandis que d'autres l'ont encouragé à retrouver la grotte et à filmer ses découvertes. Kenny a donc accepté de le faire. Le 18 octobre de cette même année, Kenny a mis en ligne une vidéo de sa randonnée de longue distance dans le désert du Nevada, au cours de laquelle il tentait de retrouver la grotte pour la 2e fois. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. Au début de la vidéo, Kenny se tient au sommet d'un puits de mine abandonné et offre à ses spectateurs une introduction à la randonnée monstrueuse qui l'attend ce jour-là. Au fil de la journée, il continue de filmer ce qu'il voit en traversant le désert de Mojave, tentant de retrouver la grotte. There's some interesting stuff coming up here. Look, see those? Look at that. Kind of right there. That's kind of cool. All right, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that. That's pretty cool right there. Huh.
Alright, off with the camera. C'était la fin de la vidéo que Kenny avait postée. Comme il n'avait pas réussi à trouver la grotte lors de cette deuxième tentative, beaucoup de ses spectateurs l'ont critiqué assez durement, l'accusant d'être un imposteur et le pressant de tenter de retrouver la grotte une troisième fois. Parmi la multitude de commentaires provocateurs adressés à Kenny, un utilisateur nommé Lemmy Killmister a fait un commentaire particulièrement troublant et inquiétant. « Non, ne retourne pas là-bas. Si tu trouves l'entrée de cette grotte, n'y entre pas. Tu n'en ressortiras pas. » Malgré cela, le 10 novembre de cette année-là, Kenny a dit à sa famille qu'il partait pour une randonnée d'une nuit et s'est mis en route, seul pour tenter de trouver la mystérieuse grotte en forme de M dans le désert de Mojave, l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches du monde. Ce fut la dernière fois qu'il fut vu. Le 22 novembre 2014, 12 jours après le début de sa recherche de la grotte en forme de M, un groupe de bénévoles de recherche et de sauvetage a retrouvé le téléphone de Kenny au sommet du même puits de mine qu'il avait montré dans sa vidéo sur la grotte. Malheureusement, après la découverte de son téléphone, l'affaire s'est refroidie et le corps de Kenny n'a jamais été retrouvé. Après sa disparition mystérieuse, des gens ont commencé à proposer toutes sortes de théories pour expliquer ce qui aurait pu arriver à Kenny. La plupart affirmant qu'il avait soit chuté dans le puits de mine abandonné, soit succombé à l'exposition aux éléments. Certaines théories plus extravagantes avançaient que Kenny avait peut-être été témoin d'un crime en plein désert et avait dû être réduit au silence, ou qu'il avait découvert une base militaire secrète et avait été éliminé par le gouvernement. Cependant, quelques mois après sa disparition, un commentaire laissé sur la vidéo originale par une femme nommée Sharon Pilgrim a apporté un éclairage sur une nouvelle possibilité, que Kenny ait mis fin à ses jours. Le commentaire disait « Je suis la petite amie dont Kenny parlait dans la vidéo. Kenny n'a pas été retrouvé et je pense qu'il ne le sera probablement pas avant de nombreux mois, voire jamais. Je veux que vous sachiez que je ne pense pas que Kenny ait eu un accident. Je crois qu'il a mis fin à ses jours. Il luttait contre la dépression depuis de nombreuses années et refusait de prendre des médicaments ou de voir un médecin. Il avait quitté son emploi un peu plus d'1 an avant sa disparition. » En réponse à la découverte de son téléphone près du puits de mine, Sharon ajouta « Le puits de mine se trouvait à environ 4 heures de marche de sa voiture. Je pense qu'il l'a laissé là pour qu'on ne puisse pas le localiser grâce au GPS. Il n'a pas non plus emporté sa caméra vidéo lors de cette randonnée en solitaire. Elle était restée chez lui, donc il n'avait pas l'intention de filmer quoi que ce soit. Je guéris de ma perte et j'attends avec impatience de nouvelles expériences de randonnée dans le désert, de camping et de prise de belles photos de notre désert. Profitez de vos aventures de la vie et merci pour les commentaires gentils et affectueux que vous m'avez envoyés. Bien que le commentaire de cette femme semble sincère et éclaire la possibilité très réelle que Kenny ait mis fin à ses jours, l'affaire n'a toujours pas de conclusion définitive. Au fil des années, plusieurs autres youtubeurs ont découvert des grottes dans la même zone où Kenny randonnait, ressemblant presque parfaitement à la lettre M. Récemment, l'une d'elles a même été signalée par un panneau de zone restreinte et dangereuse. Ainsi, même s'il est possible que Kenny ait mis fin à ses jours dans le désert, sa disparition continue de susciter plus de questions que de réponses. Amber Tuccaro était une femme canadienne de 20 ans appartenant aux Premières Nations, originaire de Fort McMurray, en Alberta. En août 2012, elle s'est rendue en avion de l'Alberta à l'aéroport international d'Edmonton et a réservé une chambre d'hôtel avec son fils d'1 an et une amie pour un court séjour. Cette nuit-là, enthousiaste à l'idée du voyage, elle a décidé de faire de l'autostop seule pour se rendre en ville, après quoi, elle n'a plus jamais été vue. Lorsqu'Amber n'est pas revenue à l'hôtel le lendemain, son amie a appelé sa mère, qui a immédiatement contacté la Gendarmerie royale du Canada. Peu de temps après, Amber a été déclarée disparue. Les autorités ont examiné ses relevés téléphoniques et découvert qu'elle avait reçu un appel pendant qu'elle se trouvait en compagnie d'un homme non identifié. L'enregistrement est particulièrement troublant, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière fois où l'on a entendu Amber vivante. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going?
No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? No, we're not. Then where the these roads going to? 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. East, right? East. Over down. Bravo. Down. Dans l'enregistrement, un chauffeur de taxi peut être entendu rassurant Amber en lui disant qu'il allait la conduire où elle voulait aller, mais elle semble ne pas avoir l'intention de le faire et est visiblement très perturbée. Le 28 août, les enquêteurs ont lancé des recherches, mais ils n'ont pas officiellement commencé à enquêter sur sa disparition avant un mois. Malheureusement, lorsque la mère d'Amber a pressé la police de faire quelque chose pour aider à la retrouver, ils lui ont répondu qu'Amber devait probablement juste s'éloigner et que tout allait se résoudre d'ici peu. Tragiquement, le 1er septembre 2012, seulement 4 jours après l'enregistrement de cette conversation, les restes d'Amber ont été retrouvés sur une propriété rurale près de Ladakh par un groupe de chasseurs. Un des aspects les plus frustrants de cette affaire est la gestion médiocre de la disparition par la police canadienne. Après un mois de recherche, Amber a été retirée de la liste des personnes disparues sur la base de plusieurs témoignages suspects, contradictoires et anonymes à Edmonton. Il a fallu un mois à sa mère pour que l'on remette Amber sur cette liste. Lorsqu'elle a été réintégrée, les policiers négligents avaient déjà enlevé de la scène du crime des éléments qui auraient dû être utilisés comme preuve. Au fil des années, quelques femmes ont appris l'identité de l'homme dans la vidéo et beaucoup ont affirmé que cet homme était responsable de plusieurs autres disparitions et meurtres dans la région. Les autorités ont affirmé avoir enquêté sur lui, mais n'ont trouvé aucune preuve suffisante pour l'inculper. Plus tôt, un autre homme s'était manifesté pour dire que l'homme dans la vidéo était son père, un citoyen américain sans statut légal au Canada, qui vivait dans une ferme près d'Edmonton. Si cet homme est effectivement responsable, il pourrait être lié à plusieurs autres disparitions et meurtres mystérieux survenus dans la région ces dernières années. Un des aspects les plus inquiétants de la vidéo est la réponse de l'homme, dont la voix est clairement audible, lorsqu'Amber lui demande s'il est sûr qu'il se rende bien en ville. Et il répond avec insistance « Absolument ». Ce qui est aussi choquant, c'est la manière dont la police a géré cette affaire depuis le début, beaucoup de gens pensant que la cause de ce dysfonctionnement était le racisme envers les femmes autochtones. Espérons qu'un jour nous aurons des réponses sur ce qui s'est réellement passé la nuit de la disparition d'Amber Tuccaro. Pour l'instant, l'affaire reste un mystère profondément inquiétant.